Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle conférence organisée dans le cadre des rendez-vous de la santé par la ville d'Orléans. Vous savez qu'effectivement, ça fait maintenant plusieurs années, plus de 10 ans d'ailleurs, que la ville d'Orléans tient à organiser ces conférences et ce cycle des rendez-vous de la santé. Bien sûr et malheureusement, ces derniers temps, à cause de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu les organiser, mais nous avons tenu absolument à ce que ce soir, sur ce thème d'actualité Covid-19, nous puissions vous apporter un certain nombre de réponses par rapport aux inquiétudes, aux angoisses et aux interrogations que vous pourriez avoir. Et donc je me retourne vers Dr Sanfo et Téchouer pour les remercier de leur présence et de leur disponibilité pour pouvoir répondre à vos questions sur ce thème, sachant que la ville d'Orléans, la mairie d'Orléans, évidemment très impliquée dans ce combat contre cette pandémie. Il y a eu bien sûr la distribution des masques avant l'été, mais actuellement, vous le savez, nous avons mis en place un dispositif directement devant la médiathèque, sur la place Gambetta, avec la possibilité de vous faire dépister gratuitement par les tests antigéniques et de pouvoir avoir dans le quart d'heure qui suit une réponse pour savoir si vous êtes positif ou négatif et vous permettre de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en étant rassuré. Nous avons également ouvert des salles municipales dans différents quartiers pour permettre à ceux qui ne pourraient pas se déplacer devant la médiathèque de pouvoir y accéder également. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Je vous aurai, j'en suis convaincu, toutes les réponses à vos questions. Et merci, je laisse place maintenant au docteur Sanfo et Téchouer pour pouvoir vous répondre. Merci encore à vous, mesdames. Bonjour Monsieur Montillot, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je suis le docteur Camille Téchouer, pneumologue à l'hôpital d'Orléans. Et moi, je suis le docteur Yoboué Sanfo, je suis également pneumologue au centre hospitalier d'Orléans. Voilà. Donc, on nous a demandé de faire un petit point d'actualité sur le Covid-19, un petit peu l'état des connaissances qu'on a là au 14 décembre 2020, puisque vous savez que les données, elles évoluent rapidement. Et puis, on a également reçu pas mal de questions dont on va essayer de répondre. On a intégré les réponses aux questions en fait dans le déroulement du diaporama. Donc en sommaire, la première partie qu'on va aborder concerne un petit peu d'épidémiologie. Donc faire des récapitulatifs sur l'état de la maladie aujourd'hui, de son évolution sur les derniers mois. Ensuite, les principes de contagiosité, les symptômes respiratoires, quand est-ce qu'on se fait dépister, quand est-ce qu'on doit s'isoler, quels sont les traitements qui sont disponibles à ce jour, qu'est-ce qu'on sait sur l'immunité et sur la vaccination, la question un petit peu phare du moment. Donc pour commencer, je vous ai mis cette carte qui est assez connue, c'est de l'Anthony Hopkins Université. C'est une carte qui récapitule un petit peu l'état de l'épidémie à l'échelle internationale, où on voit que voilà, les pays qui sont les plus touchés, ça reste bien sûr les pays dits développés, les pays du Nord essentiellement, mais que c'est quand même une maladie qui va atteindre tous les pays du globe. On voit que en termes de nombre de cas, la France est en 5e position, derrière les États-Unis, l'Inde, le Brésil et la Russie, avec au total 2 400 000 cas décrits. Et au niveau des décès, elle est en 6e position, avec 57 771 décès au total. Si on se concentre sur la France, il y a les données de Santé publique France qui sont actualisées très très régulièrement. Avec là, sur cette diapositive, les données actualisées au 12 décembre. Voilà, donc c'est des données très, très récentes où, comme on disait, donc plus de 2 300 000 cas décrits, dont 57 000 décès. Le taux de positivité des tests qui est à 6,3%, donc c'est le taux de tests positifs sur l'ensemble des gens qui se font tester. Presque 3000 clusters en cours d'investigation, dont un peu moins de la moitié dans les EHPAD, donc les établissements qui s'occupent des personnes âgées. Et puis 100 départements où la situation de vulnérabilité reste élevée. Donc voilà, ce sont des chiffres qui restent encore à des seuils assez inquiétants, même s'il y a du mieux.
Et c'est ce qu'on voit sur ces courbes-là, qui récapitulent un petit peu les critères qu'on a tendance à regarder le plus souvent pour évaluer où en est la situation pour le Covid. Donc sur ce premier graphe, c'est le nombre de cas positifs au Covid. Là, la première vague, elle n'est pas représentée. C'est uniquement à partir de fin juin où on voit que jusqu'à fin août, globalement, le nombre de cas était très très bas, en dessous de cette ligne verte là, qui est l'objectif des 5000 cas. Et puis à partir de début septembre, on voit que ça monte tranquillement, avec une pente qui était bien plus douce que celle qu'on avait observée pendant la première vague, mais voilà, à partir de début octobre, on a une ascension beaucoup plus rapide du nombre de cas, qui va atteindre un pic au moment du mois de novembre. Et là, on a bien amorcé la décroissance du nombre de cas, mais malheureusement, on voit que depuis quelques semaines, on a tendance à stagner un petit peu autour du seuil de à peu près 10 000 cas, 10 000 nouveaux cas par jour, alors que voilà, l'objectif de 5 000 cas qui est fixé, c'est un objectif qui peut paraître arbitraire, mais globalement, c'est le seuil en dessous duquel on considère que le niveau de circulation du virus est suffisamment faible pour pouvoir un petit peu retrouver une vie entre guillemets normale. Ensuite, si on regarde le graphe des personnes hospitalisées, là on voit aussi, donc là pour le coup il y a la première vague qui est représentée. On voit que on voit bien les deux vagues avec le creux de la vague pendant l'été. Là où on était un petit peu tranquille, on est parti en vacances. Et puis là aussi, le nombre d'hospitalisations qui monte en flèche en suivant la courbe du nombre de cas positifs et qui est en train de décroître, doucement. Pour les hospitalisations en réanimation, là aussi, on voit que le pic était un petit peu inférieur à celui de la première vague et il est en train de bien diminuer. Pour le coup, là, l'objectif de moins de 3000 hospitalisations, moins de 3000 personnes hospitalisées en réanimation a été atteint, puisque actuellement on est à 2850, donc on est juste en dessous de ce seuil-là. Et enfin, la courbe des décès, où là aussi on voit que le nombre de décès maximal par jour était un petit peu inférieur au maximum à la première vague. Mais là, aux dernières nouvelles, sur la semaine, la moyenne sur la semaine du 6 au 12 décembre, il y avait à peu près 288 décès par jour, ce qui reste quand même assez conséquent. D'ailleurs, si on s'intéresse à la mortalité en France, la mortalité globale, pas juste liée au Covid, et qu'on compare les courbes, la courbe bleu clair, c'est les décès en 2018, bleu foncé, c'est en 2019, et la courbe rouge, c'est en 2020. Et on voit qu'au moment des deux pics épidémiques, il y a clairement une surmortalité qui est liée au Covid. Si on regarde dans le Loiret maintenant, on voit que les courbes sont à peu près superposables à ce qu'on voit à l'échelle nationale, que là aussi, sur le nombre de cas positifs, on a passé un petit peu... on a passé le pic et ce taux est en nette décroissance, mais avec là aussi la phase de plateau depuis quelques semaines, qui stagne autour de 126 nouveaux cas par jour. Les hospitalisations, ça descend aussi, mais il y avait encore au 12 décembre 176 personnes hospitalisées. Pour la réanimation, pareil, ça diminue, toujours 33 personnes en réanimation au 12 décembre. Et puis pour les décès, c'était à peu près 2 décès quotidiens sur la semaine. Ça, c'est un graphique qui regarde dans le Loiret le pourcentage d'occupation des lits de réanimation. Et on voit que c'est un marqueur qu'on regarde souvent parce que c'est ce chiffre-là qui nous indique un petit peu le niveau de saturation des services hospitaliers. Et donc là, on voit que le 12 décembre, il y avait toujours quand même 70% des lits de réa qui étaient occupés par des patients Covid. Et là, on voit les pics en rouge qui dépassent le seuil de 100%. C'est quand en fait, la capacité maximale était dépassée et qu'on a dû ouvrir des lits de réanimation excédentaires dans d'autres services qui n'existaient pas habituellement. Si on s'intéresse justement à ces patients qui sont graves, qui vont se retrouver en réanimation, on va essayer de parler un petit peu de quelles sont les caractéristiques qu'on retrouve le plus souvent. Mais déjà, pour faire un petit rappel et remettre un peu les choses en perspective,
ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble des gens qui vont être infectés par le coronavirus, les formes très graves, donc les formes qui vont finir en réanimation, ça correspond à seulement 5% de la totalité des patients. Les formes sévères, donc globalement, c'est les gens qui vont avoir besoin d'oxygène, c'est à peu près 15%. Et dans 80% des cas, c'est une maladie modérée qui finalement va évoluer favorablement en 7 à 10 jours sans avoir besoin de venir à l'hôpital. Donc ça, c'est quand même important de remettre en perspective, mais malheureusement, ce qui va poser problème, c'est justement les formes graves et très graves et sévères qui vont se retrouver à l'hôpital. Donc là, si on regarde entre la deuxième vague, entre début octobre et début décembre, mais c'est à peu près similaire à ce qu'on a observé pendant la première vague, il y a à peu près 3814 patients qui ont été admis en réanimation avec un diagnostic de Covid confirmé. Dans 71% des cas, c'était des hommes. Donc on voit que les hommes ont sûrement un facteur de vulnérabilité plus grand que les femmes. L'âge médian, c'était 68 ans. Et 63% de la totalité des gens avaient plus de 65 ans. Donc ça, c'est une donnée que vous entendez un petit peu partout, l'âge étant un facteur de risque de forme grave du Covid. Et la deuxième chose qu'on entend beaucoup, c'est la notion de comorbidité. Et en effet, dans l'ensemble des patients admis, dans 89% des cas, les gens ont au moins une comorbidité. Donc ces comorbidités qui font qu'on va être à risque de faire une forme grave, donc potentiellement hospitalisé avec de l'oxygène, voire en réanimation, et qu'on décrit les trois principales comorbidités, ça va être d'une part l'obésité, puisque elle est retrouvée chez 46% des patients qui étaient en réanimation, l'hypertension artérielle, retrouvée dans 45% des cas, et le diabète. Ça, c'est vraiment les trois comorbidités qu'on retrouve le plus souvent, à la fois pour les patients en réanimation, mais aussi chez les patients qui sont hospitalisés, qui vont avoir besoin d'oxygène. Ça, c'est une petite vidéo qui récapitule justement le nombre de patients hospitalisés. Donc en haut, il y a la date qui défile de début mars jusqu'à présent, le nombre d'hospitalisations par rapport aux tranches d'âge. Et on voit que la très très grande majorité des hospitalisations, ça concerne les patients de plus de 60 ans, avec vraiment la majorité des cas entre 70 et 90 ans. Voilà. Et puis donc là, on voit que ça baissait et puis ça réaugmente à partir d'octobre. Hop. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est un tableau qui récapitule justement le pourcentage de patients qui étaient en réanimation par tranche d'âge, toutes les comorbidités décrites et le pourcentage de patients qui avaient ces comorbidités-là et qui ont fait des formes graves. Et donc voilà, on retrouve en premier les trois principales dont je viens de vous parler, et puis après, avec des pourcentages plus faibles, mais tout de même, on retrouve les pathologies cardiaques un peu toutes confondues, les pathologies pulmonaires, donc quelqu'un qui a un problème respiratoire déjà sous-jacent, il va être plus à risque, et on retrouvait dans les formes graves 21% de gens qui avaient un problème respiratoire sous-jacent. Et puis après, là, les pourcentages sont plus faibles, entre 2 et 7% pour les problèmes d'immunodépression, des maladies rénales, des maladies cancéreuses, neuromusculaires, ou bien des maladies du foie. Pour les décès, là aussi, donc on disait presque 58 000 entre début mars et maintenant. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a parmi ce chiffre-là à peu près un peu moins d'un tiers qui a quand même eu lieu dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées. On voit que c'est quand même des zones qui restent vulnérables, mais dans 92% des cas de décès, les patients avaient plus de 65 ans,
Et on voit qu'entre 65 et 74 ans, ça correspond à 15% des décès. Et la très grande majorité, donc 77% des cas de décès, c'était chez les patients qui avaient plus de 75 ans. Voilà. Et alors, ce n'est pas le taux de mortalité, hein, c'est vraiment parmi l'ensemble des décès, 77% surviennent chez des gens qui ont plus de 75 ans. Mais voilà, les taux de mortalité, c'est un peu plus difficile à calculer parce que ça nécessiterait d'avoir le statut infecté ou non de l'ensemble de la population. Donc pour ça, il faudrait que tout le monde ait un test PCR et qu'on sache qui est infecté ou pas. Mais du coup, on essaie d'avoir des estimations avec le taux de létalité apparent. On dit donc c'est le nombre de décès par rapport au nombre de gens qui ont été diagnostiqués. Voilà, il y a plusieurs biais, c'est que ça dépend du nombre de gens qui sont diagnostiqués, donc de l'intensité de campagnes de dépistage massive par exemple. Ça dépend aussi de la démographie des populations qui sont plus ou moins âgées, etc. Donc notamment pour comparer entre plusieurs pays. Mais en ce moment, en novembre, le taux de létalité apparent en France, il était de 2,3%. Et on peut utiliser aussi comme notion le taux d'attaque, où là on essaie de rapporter à la population générale aussi justement pour s'abstraire de l'intensité du recensement des cas. Et là, pareil, en novembre, en France, c'est à peu près 60 pour 100 000 habitants. Hop, je laisse la parole donc, au docteur Sanfo pour la deuxième partie de la présentation. Alors du coup, moi je vais vous parler du mode de transmission. On a jugé intéressant de vous en parler parce que ça permet de comprendre l'intérêt du port du masque et des mesures barrières. Il faut retenir qu'il y a deux types de modes de transmission. Donc, premièrement, il y a la voie aéroportée via ce qu'on appelle les gouttelettes, parce qu'en fait, quand on va parler, quand on va éternuer, chanter, tousser ou éternuer, on va émettre en fait des petites gouttelettes avec des tailles qui sont variables, qui vont de 1 micromètre à 1 millimètre. Les plus petites gouttelettes vont avoir tendance à rester en suspension dans l'air et créer une sorte d'aérosol qui va faire qu'on peut se contaminer par voie aéroportée. Ça fait que la contamination virale sera plus importante dans un milieu intérieur. Et puis, quand on tousse, une gouttelette ne parcourt pas plus de 2 mètres. Ça va expliquer plus tard pourquoi c'est important de respecter la distanciation sociale. Sur le deuxième mode de transmission, c'est par contact direct ou indirect. Donc, contact direct physique, donc via les mains, les poignées de main, via les accolades, et avec une transmission qui va se faire en fait en portant la main à la bouche ou au nez ou au niveau des yeux. Et puis, il peut y avoir également une transmission indirecte via les plus grosses gouttelettes en fait qu'on va émettre par exemple pendant une toux ou l'éternuement qui va se déposer en fait par gravité sur les surfaces qui vont être à proximité immédiate. Et donc en touchant ces zones-là, on peut se contaminer en les portant à la bouche, pareil au nez ou au niveau des yeux. La durée de persistance des gouttelettes va dépendre en fait de la nature de la surface, des conditions de température, de la présence ou pas d'humidité, de la luminosité environnante. On sait que sur les surfaces en cuivre, en fait, le virus il peut persister pendant 8 heures. Sur les surfaces en carton, 24 heures. Plus longtemps sur les surfaces en acier, ça va jusqu'à 48 heures. Et puis sur les surfaces plastiques, plutôt 72 heures. Donc ça peut rester assez longtemps sur certaines surfaces. Il est important de savoir qu'il n'y a pas de transmission via le sang, via le sperme ou des sécrétions vaginales ou une transmission via les urines. Il n'a pas été retrouvé de coronavirus vivant dans l'eau potable, donc on ne peut pas se contaminer par l'eau potable. Et le virus ne survit pas dans l'eau de mer, donc on peut se baigner sans avoir une arrière-pensée de risque de contamination via ce mode-là, et ni dans les eaux de piscine également, parce qu'en fait le virus il est détruit par le chlore. Concernant les grossesses, faut retenir qu'il n'y a pas de transmission materno-fœtale via la barrière placentaire. Ça sera plutôt au moment de la naissance où il y a un risque de contamination de la mère vers l'enfant par les différents modes qu'on a vus, donc la voie aéroportée ou par contact direct ou indirect.
L'allaitement est également autorisé pour les mamans qui sont infectées par le SARS-CoV-2 parce qu'il n'y a pas de transmission via le lait maternel. Alors, on va parler un peu plus loin du cas particulier des enfants, mais j'en parle là assez rapidement parce qu'ils sont moins contagieux que les adultes. C'est vrai qu'au début, on pensait que ils véhiculaient pas mal le virus, mais finalement, en fait, non. Et puis, ce qu'il est important de savoir sur le mode de contamination, c'est qu'il y a il y a certaines personnes qui sont hyper contaminateurs, qui auront tendance à contaminer plus de personnes dans leur entourage que d'autres. Donc, d'où l'intérêt de respecter vraiment les mesures pour tout le monde parce qu'on ne sait pas qui l'est ou pas. Alors, pour parler du cas particulier des enfants, les différentes études ont montré qu'il y avait 10 000 fois moins de décès chez les enfants, il y a 1000 fois moins de formes graves, donc moins de formes hospitalisées en réanimation, il y a 100 fois moins d'hospitalisations pour Covid et il y a 10 fois moins de malades. Et puis sur les cas de suspicion de Covid chez les enfants, il y a 2 à 5 fois moins de pourcentage de PCR positifs quand on suspecte. Donc en fait, il a été retrouvé que la transmission directe d'enfant à enfant était très faible. La transmission directe d'un enfant vers un adulte est également estimée comme faible. Par contre, la transmission d'un adulte vers un enfant est considérée plus importante tant sur la transmission directe que indirecte. Et même plus, le risque est plus élevé concernant la transmission indirecte via les mains, les objets, donc en touchant les jouets des enfants, etc., les surfaces inertes notamment. Faut retenir également que quand on est asymptomatique, on peut transmettre le virus à son entourage, sachant que pour la Covid, il y a quand même, le Santé publique France a estimé le 8 juillet qu'il y avait quand même 24,3% de patients asymptomatiques, ce qui n'est pas négligeable. Et je pense que le risque, il est peut-être plus élevé quand on sait, parce que quand on est asymptomatique, on ne sait pas qu'on l'est. Donc ne pas respecter les mesures, ça fait qu'on pourrait potentiellement contaminer plus de personnes que quelqu'un qui sait qu'il l'est et qui ferait plus attention. Alors, quand est-ce qu'on est contagieux ? Des petits rappels sur la période d'incubation du Covid-19. En fait, ça dure entre 2 à 14 jours suivant l'exposition et la plupart des cas vont se produire dans les 4 à 5 jours après l'exposition. 2-3 jours avant l'apparition des symptômes, on peut être contagieux, donc ça explique que certains patients asymptomatiques le soient. On peut le voir là sur le graphique, donc on peut être infecté, on a une période d'incubation, on est asymptomatique, et puis 2-3 jours avant l'apparition des symptômes, on sera quand même contagieux, et cette contagiosité elle va continuer bien sûr après l'apparition des symptômes et va diminuer assez rapidement dans les 7 jours. Alors, maintenant qu'on a parlé des différents modes de transmission, c'est comment les éviter. Comment éviter la transmission par voie aéroportée? Donc, par le port du masque. Il y a différents types de masques qui sont disponibles. On va avoir le masque FFP2 qui est surtout réservé à un usage hospitalier et qui va permettre en fait de protéger les soignants des patients qui sont infectés avec une protection qui est évaluée à plus de 95%. On va également avoir les masques chirurgicaux qui sont également, bon voilà, c'est utilisé que ce soit en ville ou en milieu hospitalisé. Et après, on va avoir les masques en tissu qui sont les masques grand public qui ne sont pas du tout utilisés dans les milieux hospitalisés. Donc, c'est quoi l'intérêt de porter ça? C'est d'éviter en fait la transmission via les gouttelettes, parce qu'en fait, les masques ils vont permettre en fait de filtrer ces gouttelettes-là. Et puis, donc, le fait, donc on peut le voir ici, en fait, les différentes possibilités. Donc, quelqu'un qui est infecté, qui va porter un masque chirurgical, va protéger quelqu'un qui n'a pas de masque à plus de 80%. Quelqu'un qui est infecté, qui porte un masque en tissu, il y a quand même une protection vis-à-vis des gens qui ne sont pas infectés. Donc quelqu'un qui est en face et qui n'est pas porteur, qui ne porte pas de masque, il peut y avoir une protection en fonction du type de masque entre 70 et 90%. En fait, ça dépend du filtre qu'il y a au niveau du masque en tissu.
Et puis, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir 2 personnes qui sont porteurs d'un masque, que ce soit un masque grand public ou un masque chirurgical. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le masque FFP2, il aura surtout un intérêt pour protéger face à quelqu'un qui est infecté. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des FFP2 en ville, hein, mais c'est peut-être un peu par excès parce qu'on sait que le masque chirurgical et le masque grand public est également efficace quand il est bien porté par tout le monde. Avant de mettre le masque, il faut bien se laver les mains avec du savon, ce qui est préconisé, ou utiliser de la solution hydroalcoolique. Pour la mettre, il faut la tenir par les lanières élastiques et éviter de toucher le masque en lui-même. Bien recouvrir le nez, la bouche et le menton, pas que la bouche, ne pas le mettre sur le menton. Et pour l'enlever, pareil, il faut le décrocher via les petites lanières sur le côté. Il est important de changer son masque assez régulièrement, donc on estime que quand on l'a porté 4 heures d'affilée, il faut le changer. Quand on le trouve usé, humide, et puis bien sûr quand on souhaite boire ou manger, bien sûr il faut enlever le masque. Il faut éviter de le toucher, il faut éviter de le mettre sur le front ou sur le menton. Et puis surtout, quand on considère qu'il est usé, il ne faut pas le mettre dans son sac à main ou voilà, dans un sac quelconque. Il faut plutôt le mettre dans un sac plastique pour les masques en tissu en vue d'une réutilisation. Et puis sinon, pour les autres masques, les jeter directement dans une poubelle et ne pas avoir tendance à les conserver. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que quand on est infecté donc, par le SARS-CoV-2, le masque grand public n'est pas adapté. Donc il est recommandé de mettre plutôt un masque chirurgical. Et puis bien sûr, le masque grand public n'est pas non plus adapté pour les soins. La distanciation sociale est également importante pour éviter la transmission par voie aéroportée. Donc, comme je vous ai dit, en tout ça, en fait, il y aura des projections de gouttelettes qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. En pratique, il est recommandé de respecter une distanciation sociale de 1 mètre. Ça permet vraiment de limiter cette transmission aéroportée via les gouttelettes. Et dernière chose, pour éviter également la transmission aéroportée, donc je vous ai parlé des gouttelettes qui pouvaient rester en suspension dans une pièce. Ça fait que la charge virale sera plus importante en milieu intérieur. Et pour limiter et diminuer la contagiosité, il est recommandé d'aérer régulièrement les pièces. En ouvrant régulièrement les fenêtres ou les portes. Après, il y a le système de ventilation aussi qui est en place. Mais il faut vraiment songer à aérer régulièrement les pièces. Alors, concernant maintenant la transmission manuportée, comment l'éviter? Donc, ça sera bien sûr par les mesures d'hygiène. Ça, on l'entend partout. Se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser de la solution hydroalcoolique. Il faut éviter de tousser ou éternuer directement sur les personnes qui peuvent être à proximité, tousser, éternuer dans le coude ou dans un mouchoir qu'on va jeter directement. Et puis après, soit se laver les mains, soit utiliser de la solution hydroalcoolique. Éviter bien sûr de se serrer les mains et puis éviter également les embrassades. On voit par moment un certain nombre de personnes qui mettent des gants. En fait, c'est vraiment une source d'erreur. Et il faut savoir en fait que le virus persiste mieux sur les gants que sur les mains lavées régulièrement. Donc, en dehors du milieu hospitalier, il n'y a pas d'indication à mettre de gants, mais juste se laver la main régulièrement et utiliser la solution hydroalcoolique est adaptée. Alors, maintenant, un petit mot sur les symptômes habituels de la Covid. C'est un petit rappel sur les signes classiques qu'on peut retrouver. Sur les signes d'infection respiratoire, on va trouver, en plus de la fièvre, la toux, l'essoufflement. On va retrouver des signes généraux, un peu comme pour la grippe, avec des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Des maux de tête, des maux de gorge. En termes de signes ORL, on peut également avoir une obstruction au niveau du nez, un écoulement du nez, une perte de goût, une perte de l'odorat.
Ça peut également donner des signes digestifs de type nausée, vomissement, des diarrhées ou une perte d'appétit. Plus rarement, il y a certains patients qui peuvent avoir des douleurs dans la poitrine. Chez les personnes âgées, les symptômes sont assez particuliers parce que le plus souvent, en premier plan, on va plutôt avoir des symptômes digestifs, notamment la diarrhée, quelquefois des nausées, vomissements. Et puis, inconstamment, ils n'ont pas toujours de la fièvre. Ils peuvent également faire des malaises et chez certaines personnes âgées, ça va se révéler plutôt par un état confusionnel. Alors, du coup, vis-à-vis de ces symptômes-là, la plupart des patients iront consulter leur médecin généraliste et puis resteront au domicile, puisque sur les... Il n'y a que 20% de formes graves, donc 80% des patients seront pris en charge au domicile et n'auront pas besoin d'avoir un recours à un service d'urgence. Par contre, les symptômes de gravité qui doivent faire consulter en urgence, ça va être l'essoufflement, ou si on consulte le médecin généraliste, une saturation en oxygène qui est inférieure à 94%. Pardon. Chez les personnes âgées, ça va être plutôt l'altération de l'état général ou une confusion. L'essoufflement et la saturation inférieure à 94% parce qu'en fait, on peut être dans une situation où on a besoin d'oxygène et où on peut s'aggraver assez rapidement. Et donc, il faut en fait consulter en urgence, soit appeler le 15, soit consulter aux urgences pour être sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir une oxygénothérapie. Donc, voilà pour les symptômes. Et là, on attaque la quatrième partie, à savoir quand est-ce qu'on se fait dépister et quand est-ce qu'on s'isole en conséquence. Donc, globalement, il y a deux situations où on va devoir se faire tester de manière prioritaire. C'est soit si j'ai des symptômes de la maladie, donc les symptômes dont vient de parler le docteur Sanfo, soit si j'ai été en contact avec quelqu'un qui a été identifié comme infecté par le Covid. Le but de ça, c'est d'une part que si le test est positif, on va pouvoir communiquer à son tour les gens avec qui on a été en contact pour qu'eux-mêmes puissent se faire dépister et donc participer à trouver les gens positifs et à casser la chaîne de transmission. Et d'autre part, s'isoler pendant la durée nécessaire dont on va reparler après pour éviter de contaminer d'autres personnes. Donc, comment est-ce qu'on se fait tester ? Il y a plusieurs tests. Il y a la PCR dont on entend parler depuis le début, qui est bien connue. Ensuite, la prise de sang. Et depuis un peu moins longtemps, on entend parler des tests antigéniques ou les tests rapides qui nous donnent le résultat en une quinzaine de minutes. La PCR et le test rapide, ça se fait avec le prélèvement nasopharyngé, donc le petit bâton dans le nez, pas très agréable. Dans les deux cas, c'est cette méthode-là qui reste recommandée aujourd'hui. Et les tests sérologiques, du coup, on a dit, c'est une prise de sang. Les différents types de tests, ils n'ont pas un intérêt dans la même situation. Donc, par exemple, la PCR, on va en reparler un peu, mais la PCR et le test rapide, c'est est-ce que je suis infecté à un instant T et donc potentiellement contagieux. Les tests sérologiques, c'est est-ce que j'ai été en contact avec le virus. Alors vous savez, il y a deux types d'anticorps qui vont nous dire si c'est plus ou moins récent, mais ce test sérologique-là, il est moins fiable. Donc on ne peut pas l'utiliser pour le grand public en phase aiguë, parce que si le test est négatif, ça ne nous dit pas si on est malade ou pas. Peut-être qu'on est trop tôt et qu'on n'a pas encore produit des anticorps. Peut-être qu'au moment où on est des anticorps, on est déjà suffisamment à distance et que donc les mesures d'isolement, etc. ne s'appliquent plus. Donc en situation aiguë, pour vraiment savoir si on est infecté, contagieux à un instant T et donc potentiellement s'isoler et éviter de contaminer les autres, c'est la PCR qui reste indiquée en première intention ou le test rapide. Mais on va voir un petit peu aussi la différence entre les deux. Mais en tout cas, la sérologie, ça peut être utilisé, mais ce n'est pas suffisamment fiable en termes de dépistage. Donc comme on disait, PCR, test rapide, c'est est-ce qu'on est infecté à un instant T. Donc ça correspond à cette partie du graphique où globalement c'est la réplication du virus. Le virus est en train de se développer, il se multiplie dans nos voies aériennes supérieures
Et c'est à ce moment-là, dans cette fourchette, qu'on va pouvoir le détecter avec ces deux tests. Le test rapide, il est moins sensible que la PCR. Ça veut dire que si on a des symptômes mais que le test rapide ou test antigénique est négatif, ça exclut pas le fait qu'on va devoir compléter avec une PCR pour être certain qu'on n'est pas infecté. Si le test rapide est positif, on considère qu'on est positif. Mais s'il est négatif, on considère que ce n'est pas suffisamment sensible et qu'il faut aller plus loin, aller jusqu'à la PCR. Par exemple, à l'hôpital, aux urgences, on faisait le prélèvement et on faisait les deux tests d'un coup. Le test rapide qui nous disait dans une quinzaine de minutes est-ce que le patient est positif ou négatif. S'il est positif, on pouvait l'hospitaliser en unité Covid, mais si le test était négatif, la PCR était envoyée en même temps et on attendait ce résultat pour savoir comment orienter. Et puis donc la deuxième partie, la sérologie. Est-ce que j'ai été infectée? Oui ou non? Et ça, voilà, ça correspond donc au dosage des anticorps, les deux types d'anticorps qui sont décrits là. En rouge, les IgM, c'est des anticorps qui vont être produits plus rapidement après un contact avec le virus, mais enfin, c'est valable pour bien d'autres maladies infectieuses. Donc lui, il est produit rapidement, mais il va diminuer aussi rapidement derrière. Donc là, on voit par exemple à partir de 3 semaines à 1 mois après l'infection. Et les anticorps IgG, donc eux, ils mettent un peu plus de temps à être produits, mais leur action est censée être plus pérenne. Et d'ailleurs, c'est ce système-là qui compte, et de savoir combien de temps ces anticorps restent pérennes qui vont un peu impacter l'effet de la vaccination dont on va parler après. Et voilà, donc en fonction du dosage de cet anticorps récent ou ancien, on peut savoir est-ce que l'infection est plutôt récente, plutôt ancienne. Mais comme je vous dis, voilà, ça va être plutôt utilisé pour savoir j'ai eu des symptômes à tel moment, je n'ai pas été testé, je veux savoir si j'ai été en contact avec le Covid et du coup je fais la sérologie. Là, on voulait faire un petit point sur les seuils de positivité des PCR parce qu'il y a beaucoup de polémiques à ce niveau-là. Et donc, on voulait donner un petit peu quelques éléments de réponse. Déjà, commencer par dire que le débat qui compare les seuils et le nombre de cyclages utilisés d'un pays à l'autre, d'un test à un autre, etc., il n'est pas forcément licite parce que chaque test PCR a un fonctionnement qui lui est propre et donc va avoir un seuil qui lui est propre et un nombre de cyclages qui lui est propre. Ça dépend vraiment du fonctionnement de la PCR et de sa fabrication. Maintenant qu'on a dit ça, donc, c'est des notions où vous commencez à être un petit peu familier. La PCR, ça va amplifier des séquences d'ADN ou d'ARN. Et donc le CT, c'est le nombre de cycles qu'on a fait pour le nombre de cycles d'amplification qui ont été nécessaires pour détecter donc, le virus. Donc plus le nombre de cycles est bas, ça veut dire plus le virus est en quantité importante, et donc on a besoin de faire moins de cycles pour réussir à le mettre en évidence. Donc quand le CT est bas, ça veut dire que la charge virale, elle est élevée. Et donc potentiellement plus de contagiosité. Ensuite, à l'inverse, quand le CT, donc le nombre de cycles, est élevé, ça veut dire qu'on a eu besoin de faire plus d'amplification pour mettre en évidence le virus. Donc ça veut dire éventuellement la charge virale elle est plus basse, le risque infectieux il est plus bas, mais ça veut quand même dire que le virus a été détecté. Donc ça ne s'appelle pas un faux positif dans le sens où c'est positif. Le fait qu'on trouve le virus dans la PCR, ça veut dire que le virus a été présent dans nos voies aériennes. Peut-être que c'est une charge virale qui est très très basse et que donc on n'est pas forcément malade. Peut-être que du coup on a un risque de contagiosité qui est faible. Mais en tout cas, le test il est très spécifique du coronavirus parce qu'il va regarder 3 gènes différents qui sont spécifiques de ce coronavirus-là. Et que donc, si on le détecte, c'est que c'est le Covid. Par exemple, il n'y a aucune réaction croisée avec la grippe. Donc ces idées que, par exemple, en fait, la PCR Covid est positive alors qu'on a la grippe, c'est pas possible. Les gènes ne sont pas les mêmes. Et puis, par exemple, si on observe moins de grippe aujourd'hui,
Ce n'est pas parce que la PCR Covid détecte la grippe, c'est parce que les mesures barrières qu'on applique au Covid font que ça limite aussi la transmission de tous les virus respiratoires qui ont le même mode de transmission, c'est-à-dire par les gouttelettes et de manière manuportée. Donc en fait, ça nous protège aussi des autres virus respiratoires. Ce n'est pas parce que la PCR Covid détecte la grippe. Ensuite, cette infection, donc le CT élevé, après, nous, on l'interprète aussi en fonction de la clinique du patient, etc. Parce que justement, ça peut aussi correspondre à 2 moments de l'infection. Quand la charge virale est basse, donc le CT est élevé, la charge virale est basse, soit c'est en tout début d'infection, ça veut dire qu'en fait, la charge, elle est en train de monter, et potentiellement, dans les jours qui vont apparaître, il va être beaucoup plus élevé, on va être beaucoup plus contagieux. Donc, à ce moment-là, oui, il faut s'isoler pour éviter d'augmenter sa contagiosité et le risque de transmettre dans les jours qui suivent. Ou alors, ça peut être plutôt à la fin de la maladie. Donc là, on voit dans la deuxième partie de la courbe, où la réplication, elle diminue. Là, la PCR, elle peut être encore positive, et on est plus contagieux. Donc là, on l'interprète en fonction aussi de la clinique. Si c'est quelqu'un qui a ça, mais on date que le début de ses symptômes, il était il y a 15 jours, on saura qu'on se situe plutôt dans cette partie de la maladie. Il y a un autre élément qui fait que c'est quand même intéressant qu'on puisse détecter le Covid, même à des valeurs basses, c'est qu'on sait que la PCR et son résultat, il va être très dépendant aussi de la qualité du prélèvement. Donc par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui a une charge virale réelle qui est très importante, mais le prélèvement n'est pas très bien fait, donc il n'y a pas beaucoup de matériel sur les couvillons. Et le fait de pouvoir détecter de manière sensible le virus, ça fait que par exemple ça peut être rendu avec un CT élevé, donc on dit charge virale basse, alors que c'est juste que le prélèvement n'est pas suffisamment bien fait et qu'en réalité il y a beaucoup plus. Donc ça permet aussi de rattraper un peu des prélèvements qui sont peut-être moins bien faits et qui auraient pu faire justement des faux négatifs alors que c'était des vrais positifs. Et encore une fois, comme c'est très spécifique, si on le détecte même faiblement, c'est qu'il est dans nos voies aériennes au moment où le test a été fait. Donc, maintenant qu'on sait quel test il faut faire, les 2 situations, j'ai des symptômes ou je n'ai pas de symptômes. Dans la première situation, j'ai des symptômes. Donc, je m'isole, là aussi, donc pour éviter de contaminer et d'autres personnes de mon entourage. Et je suis dans la première situation prioritaire pour faire des tests. Donc, vous pouvez consulter votre médecin traitant ou alors vous faire tester spontanément, puisque les tests sont disponibles sans ordonnance un petit peu partout en France. Le test virologique, donc il est positif, je suis infectée au Covid et je m'isole 7 jours à partir des premiers symptômes, si on n'a pas de symptômes à partir du test. Et c'est 7 jours ou 48 heures après la fin de la fièvre. C'est-à-dire que si au 7e jour, on a encore de la fièvre, il faut poursuivre l'isolement jusqu'à 48 heures après la disparition de la fièvre. Et bien sûr, on continue de respecter les gestes barrières 7 jours après la levée de l'isolement, parce que même si on voit que globalement la contagiosité, elle dure à peu près 7 jours, donc l'isolement c'est 7 jours. Mais ça vaut le coup quand même, il peut y avoir des variations d'une personne à une autre, et ça peut être quand même préférable de rester précautionneux les 7 jours qui suivent. Mais sinon, l'isolement, c'est 7 jours ou 48 heures après la disparition de la fièvre. Et si le test, j'ai des symptômes, je fais le test, il est négatif. Soit, comme je vous disais tout à l'heure, le test que vous avez fait, c'est un test antigénique ou test rapide, et dans ce cas, ce n'est pas assez sensible. Et si vous avez des symptômes ou que vous avez plus de 65 ans, que vous avez une maladie à risque, il faut compléter avec une PCR. Soit c'était une PCR, elle est négative, je n'ai pas besoin de m'isoler, je respecte juste les gestes barrières et vos symptômes, ils sont liés probablement à autre chose. Donc ça récapitule aussi. C'est la même chose que ce qu'on vient de dire, mais récapitulé d'une autre manière. Quand j'ai des symptômes, ce qu'on fait tout de suite, c'est on s'isole, on voit le médecin et on fait le test. Le test est positif, je m'isole pendant 7 jours. À l'issue des 7 jours, si j'ai encore de la fièvre, je continue de m'isoler jusqu'à 48 heures après la fin des symptômes, ou j'ai pas de fièvre, et dans ce cas, je peux lever l'isolement
Mais je fais mesures barrières quand même renforcées pendant les 7 jours, qui suivent, en évitant au maximum d'être quand même trop au contact des gens. Ou alors le test est négatif et dans ce cas, je ne m'isole pas. La deuxième situation, c'est j'ai pas de symptômes. Dans ce cas, là aussi deux situations. J'ai pas de symptômes, mais je veux me faire dépister avant de partir en vacances, par exemple. J'ai pas été en contact avec quelqu'un de malade. Vous pouvez vous faire tester, il n'y a aucun problème. Ça peut être recommandé d'ailleurs avant le départ en vacances qui arrive de Noël. Vous n'êtes pas prioritaire, mais vous pouvez quand même vous faire tester. Par contre, si jamais vous avez été contact de quelqu'un qui a un Covid confirmé, là vous êtes prioritaire et il faut s'isoler dès qu'on sait qu'on a été en contact avec quelqu'un. Il faut s'isoler 7 jours après le dernier contact avec la personne malade. Et 7 jours après le dernier contact, vous vous faites tester. On fait 7 jours après parce que ça correspond à la durée d'incubation où potentiellement, si on fait plus tôt, on ne détectera pas une maladie qui est en train d'incuber. Et comme disait le docteur Sanfo tout à l'heure, ça survient plutôt dans la première semaine, donc à 7 jours après le dernier contact, on se fait tester, mais dans cet intervalle, on reste isolé parce que même si on n'a pas de symptômes, on peut quand même être contagieux 48 heures avant l'apparition des symptômes. Donc 48 heures avant, on ne sait pas que les symptômes vont arriver, il faut rester isolé. Là, donc on fait le test. On s'isole dans tous les cas pendant 7 jours, mais on fait le test à 7 jours. Il est négatif, on lève l'isolement et on continue de respecter les mesures. Ou alors, il est positif. Et dans ce cas, on consulte son médecin traitant qui vous examine, qui voit d'être sûr qu'il n'y ait pas de signe de gravité, par exemple. Et dans ce cas, vous poursuivez l'isolement de 7 jours par rapport à la date où a été fait le test. Si jamais il y a des symptômes qui apparaissent, bien sûr, là, vous pouvez être amené à reconsulter le médecin traitant ou alors, si jamais il y a des signes de gravité dont on parlait tout à l'heure, éventuellement aller aux urgences. Et si jamais il y a des symptômes qui apparaissent, c'est 7 jours après le début des symptômes. Parce qu'on voit que la contagiosité, c'est jusqu'à 7 jours après le début des symptômes. Et au-delà de ces 7 jours, on peut lever l'isolement. Donc vous voyez, je suis en contact, je m'isole, je fais le test 7 jours après. Si jamais le test est négatif, je peux arrêter. Si le test est positif, je prolonge 7 jours de plus. Mais si, dans l'intervalle, il y a des symptômes qui apparaissent, c'est 7 jours après l'apparition des symptômes. Voilà, tout ça, c'est vraiment, c'est pas arbitraire, hein, c'est par rapport aux durées de contagiosité et au fait qu'on puisse être contagieux sans avoir de symptômes, déjà en étant asymptomatique tout court, ou alors 48 heures avant que les symptômes apparaissent. Ça, c'est un tableau qui récapitule un petit peu comment se comporter quand on a été cas contact. Et ces graphes qui sont quand même assez clairs, je trouve, ils sont disponibles sur le site du ministère de la Santé. Donc tout ça, c'est assez facile à retrouver. L'exception pour le cas contact, c'est si on vit sous le même toit que la personne avec qui on est en contact. Dans ce cas, on n'attend pas 7 jours, on se fait tester tout de suite. Quand on est cas contact, pourquoi s'isoler? Donc ça, je l'ai déjà dit, mais c'est pour éviter de contaminer nos proches, d'autres personnes qu'on risque de rencontrer. Parce que si vous avez été contaminé par la personne avec qui vous êtes en contact, potentiellement, vous pouvez mettre 1 semaine avant de le savoir et d'avoir des signes qui apparaissent. Et, comme on disait, être contagieux 48 heures avant l'apparition des signes. Voilà. Ça, c'est un petit graphe qui montre l'évolution du délai moyen entre l'apparition des signes et le moment où on se fait prélever. Et on voit qu'au début de la première vague, le délai médian entre les signes apparaissent, je me fais tester, c'était à peu près 9-10 jours, alors que maintenant on est à 2,4 jours. Donc ça, c'est vraiment une très bonne évolution, sûrement liée au fait que la première vague, on ne pouvait pas dépister largement, il n'y avait pas beaucoup, enfin c'était beaucoup plus difficile d'accès en tout cas. Et c'était en plus moins recommandé chez tout le monde par manque
de tests. Et aujourd'hui, c'est 2,4 jours. Ça veut dire que potentiellement, on arrive à casser la chaîne de transmission plus rapidement. Ensuite, donc les traitements. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui existe comme traitement aujourd'hui? Alors, un petit point là sur les traitements. Lors de la première vague, il y avait pas mal de traitements qui étaient à l'essai ou pas du tout. Il y avait pas mal de polémiques. Il y a des recommandations qui ont été faites selon le Haut Conseil de santé publique. Et puis, donc, sur les traitements qui sont non utilisés en pratique, donc, il y a, avec différentes études qui ont été réalisées, que ce soit chez des patients qui avaient une forme modérée à sévère en hospitalisation ou des formes qui n'étaient pas graves, donc plutôt en ambulatoire, il a été montré que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, donc le plaquenil, que ce soit seul ou en association avec l'azithromycine, n'a prouvé aucune efficacité significative. Au contraire, il y a pas mal d'effets indésirables et c'est vraiment dommage, ce serait vraiment dommage de s'infliger en fait des effets indésirables pour un traitement qui n'est pas efficace. Il est important de prendre en compte en fait les différentes études, parce qu'un essai, l'objectif c'est d'être représentatif de la population et ne pas se focaliser sur un cas unique chez quelqu'un qui aurait pris par exemple du plaquenil ou en association avec de l'azithromycine et qui aurait évolué de façon favorable. C'est peut-être pas le plaquenil et c'est peut-être tout simplement l'évolution naturelle et favorable de sa pathologie, parce que ça ne serait pas passé autrement. Voilà. Donc, en pratique, on n'utilise plus le plaquenil, même pas en association avec l'azithromycine. Alors, sur les traitements qui sont utilisés actuellement, il y a la dexaméthasone, donc ce sont des corticoïdes qui sont utilisés plutôt chez les patients présentant une forme nécessitant une oxygénothérapie, donc c'est réservé à un milieu hospitalier. Et il y a des études préliminaires qui ont montré en fait que ça diminuait de 21% la mortalité chez les formes sévères qui nécessitent une oxygénothérapie. Donc ce n'est pas une prescription pour des patients qui sont en air ambiant et qui ont des symptômes sans gravité en ville. Et c'est vraiment une forme qu'il faut mettre en intraveineux et pas en pérose, donc en comprimé à la maison. Et ça, c'est vraiment parce que ça a montré aucune efficacité chez les gens qui n'ont pas d'oxygène. C'est pas qu'on se dit les gens qui sont pas à l'hôpital, ils méritent pas d'avoir des corticoïdes. C'est que vraiment dans l'essai, il n'y a aucun bénéfice entre ceux qui ont des corticoïdes et ceux qui n'ont pas de corticoïdes chez les patients qui n'ont pas besoin d'oxygène. Ça n'importe rien. Alors après, il y a d'autres traitements dont on a entendu parler dans les médias, parce qu'il y a pas mal de traitements qui sont médiatisés. J'ai parlé des plus fréquents dont on a entendu parler, parce qu'il y a pas mal d'essais en cours sur les traitements antiviraux. Actuellement, les traitements qui sont utilisés uniquement dans le cadre d'essais thérapeutiques, c'est le remdesivir, qui est un antiviral qui est déjà utilisé en pratique, qui est connu en fait par les infectiologues dans les VIH. Et puis les résultats ont montré qu'il y avait une supériorité par rapport au placebo, donc quelqu'un qui n'a pas un traitement antiviral. Notamment, ça aide en fait sur le délai de rétablissement des patients qui sont hospitalisés. Ça, encore une fois, on reste dans un contexte hospitalier chez des patients qui sont sévères. Et puis, l'autre traitement dont on a entendu parler, c'est le tocilizumab. Ce sont des anticorps monoclonaux qui sont également déjà connus, puisque c'est utilisé dans certaines maladies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde. Les études qui ont été réalisées étaient négatives. Après, il y a des études complémentaires qui sont en cours pour évaluer l'intérêt de ces traitements-là chez les personnes qui sont hospitalisées graves. Après, il y a apparemment des situations de sauvetage où on peut être amené à utiliser le tocilizumab, mais ça reste vraiment des situations qui sont très très rares et qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire avec des discussions entre experts. Alors, sur les traitements non spécifiques, donc on va avoir les traitements spécifiques. En pratique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise la dexaméthasone chez les patients hospitalisés et sous oxygène. Et puis, il y a les traitements non spécifiques à côté, donc les antibiotiques. Les antibiotiques ne sont pas systématiques. Une infection Covid, ce n'est pas synonyme de surinfection par des bactéries ou par des champignons. Parce qu'en fait, il y a des études qui ont montré qu'il y avait uniquement 8% de co-infections bactériennes ou fongiques chez les patients qui étaient hospitalisés.
et un peu plus élevé, c'est 15% chez les patients en réanimation. Donc on ne mettra pas des antibiotiques en systématique chez tous les patients qui sont hospitalisés pour la Covid. L'anticoagulation est très importante chez les patients qui sont hospitalisés parce qu'il y a un risque de faire des événements thromboemboliques, donc des phlébites, des embolies pulmonaires plus élevés chez ces patients-là. Donc en hospitalisation, ils auront une anticoagulation qui sera préventive. Et puis si on a des arguments pour une thrombose veineuse, que ce soit au niveau des membres inférieurs ou ailleurs, ou sur une embolie pulmonaire, ils auront de l'anticoagulation qui sera plutôt à dose curative. Depuis le début de la crise sanitaire, il a bien été conseillé d'éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment sur le risque d'aggravation d'une possible co-infection bactérienne. Voilà, parce que ça fragilise un peu aussi le système immunitaire et ça peut aggraver ces infections bactériennes-là. Alors, toujours sur les traitements non spécifiques, je vais vous parler de l'oxygénothérapie en milieu hospitalier. Par rapport à la première vague, il y a quand même eu des petits changements parce qu'en fait, initialement, très rapidement, quand les patients ils avaient un débit d'oxygène qui arrivait par exemple à 6 litres par minute, on avait tendance à les transférer assez rapidement en réanimation et à les intuber parce qu'on craignait justement le risque d'aérosolisation et le risque de contamination du personnel soignant. Et puis finalement, avec l'expérience, on a vu que le risque, il était moindre, notamment par le fait que on a également le matériel nécessaire pour se protéger avec les masques FFP2 notamment. Donc en fait, on a tendance à vraiment retarder maintenant l'intubation orotrachéale parce qu'en fait, on a des dispositifs d'oxygénothérapie à haut débit, donc on peut aller vraiment sur des débits très élevés. Et on a vu que pour un certain nombre de patients, ça évitait la réanimation, en tout cas l'intubation. Donc ça évitait certaines complications qui pouvaient être en rapport avec l'intubation orotrachéale. Alors pour finir là sur l'oxygénothérapie, il y a quelques petites recommandations qui sont sorties sur l'oxygénothérapie en phase initiale, donc vraiment où les médecins généralistes, et bon, bien sûr avec une prise en charge pluridisciplinaire, pourraient se faire au domicile. C'est vrai que nous, on n'a pas trop cette pratique-là. On préfère vraiment que les patients ils soient hospitalisés, quitte à les faire sortir secondairement avec une oxygénothérapie au domicile. Mais en phase initiale, c'est un peu, ça nécessite vraiment une surveillance parce que les patients ils peuvent s'aggraver très très vite. Hein. C'est-à-dire le matin, les débits d'oxygène sont élevés et puis on se retrouve très, très rapidement l'après-midi avec des débits élevés et avec une nécessité de transfert en réanimation. Donc, petite réserve en tout cas pour l'oxygénothérapie au domicile en phase initiale. Alors, du coup, je laisse la parole au docteur Téchouer sur la partie immunité, qui suscite aussi pas mal de questions. Oui. Donc là, ça, c'est vraiment la partie où on a eu d'ailleurs beaucoup de questions de votre part et où il reste beaucoup de questions en suspens, malheureusement. Mais en tout cas, il y a 2-3 choses qu'on sait. C'est qu'en général, quand un patient guérit d'une maladie infectieuse, c'est que son système immunitaire a réussi à contrôler l'infection. Et pour ça, le système immunitaire, il a deux grands axes, deux grands moyens. Il a d'une part ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Donc là, c'est nos lymphocytes, globalement, qui vont lutter contre quelque chose qu'il reconnaît comme étranger. Et l'immunité humorale. Et là, globalement, c'est les anticorps. C'est ce dont on entend le plus parler. Mais voilà, il n'y a pas que l'immunité via les anticorps quand on lutte contre une infection. Il y a aussi l'immunité qu'on appelle cellulaire. Mais en tout cas, quand on guérit, normalement, c'est que notre système immunitaire a réussi à maîtriser le germe, le virus, la bactérie, etc. Donc si on guérit, c'est que normalement, notre système immunitaire a réagi de façon adaptée. Il a produit des anticorps. Donc les anticorps qu'on va détecter après la maladie, ça veut dire qu'on a été en contact avec le virus. Mais du coup, les grandes questions d'aujourd'hui, c'est est-ce que ces anticorps-là, ça veut dire est-ce qu'ils sont protecteurs en cas de deuxième exposition et combien de temps ils vont durer? Ça, il
n'y a pas de réponse certaine, mais en tout cas, il y a des pistes. Et on a quand même l'impression que ces anticorps sont probablement protecteurs, que plus on a une forme grave, plus on a d'anticorps, plus on a une forme peu sévère ou quasi pas symptomatique, moins on aura d'anticorps. Ça, c'est ce qu'on a l'impression d'observer. Donc, il y a des concentrations différentes. Après, à quelle concentration fait qu'on va être protégé sur le long terme, ça, c'est un petit peu moins clair. Mais on a quand même l'impression que ces anticorps vont nous protéger. Après, combien de temps? Dans le SARS-CoV-2, pareil, on n'a pas énormément de recul, hein, ça fait pas si longtemps que ça qu'on connaît cette maladie, mais en tout cas, il y a des études qui ont l'air de dire que 6 à 8 mois après l'infection, les anticorps persistent. Pour le SARS-CoV-1, donc de 2003, si on fait l'analogie, là, il y a plus de recul et on voit qu'on retrouve les anticorps entre 2 à 14 ans après l'infection, donc on peut espérer que ce soit la même chose pour celui-là. Mais en tout cas, il y a toujours beaucoup d'études en cours. Avec les pistes actuelles où on a l'impression que quand même ça a l'air de durer, probablement ça nous protège. Et plus on a eu une forme grave, a priori, plus on a sécrété ces anticorps. Et à l'inverse, moins on était symptomatique, moins on en a. Après, pour la question de la deuxième infection, est-ce qu'on peut s'infecter une deuxième fois après l'avoir déjà eu? Il y a des cas qui sont décrits, c'est quand même rare, et par rapport à la totalité des gens infectés, c'est presque anecdotique, mais ça a été décrit. Donc là, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas faire d'un cas isolé une généralité. Mais bon, il faut savoir que ça existe, ça a l'air quand même très très rare, donc c'est pas la grande majorité des cas. Et il y a des articles, des études qui ont l'air de dire que plutôt qu'une deuxième infection, parfois, enfin, ce qu'on a pu prendre pour une deuxième infection, ça pouvait être en fait juste une infection prolongée où on détectait la charge virale pendant longtemps après la première infection, puisqu'il y a des études qui ont l'air de dire qu'on peut avoir une charge virale encore détectable jusqu'à 37 jours après l'infection. Donc à ce moment-là, si on refait une PCR un mois après, elle sera positive. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on s'est réinfecté, mais ça veut dire que c'est la première infection qui est en train de diminuer. Donc voilà, là, à ce jour, c'est plutôt ça qui ont l'air de sortir. Et deuxième infection très rare. Il y avait une question aussi sur le groupe sanguin. Donc ça aussi, ça fait partie des pistes d'études. On a vu tout à l'heure qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont bien connus et bien décrits, comme l'âge, le fait d'avoir des comorbidités. Mais on a aussi l'impression qu'il y a des facteurs génétiques qui peuvent être impliqués dans le fait de développer la maladie ou de développer des formes plus graves de la maladie. Par exemple, on disait tout à l'heure, il y a plus d'hommes que de femmes. Ça peut être un facteur génétique impliqué. On a vu qu'il y a des gènes aussi qui sont impliqués dans l'inflammation. Il y a des polymorphismes. On voit qu'en fonction des gens et de ce type de gènes, on peut être plus ou moins susceptible à faire la maladie, donc pour ces gènes de l'inflammation. Et c'est aussi ressorti pour le groupe sanguin, où il y avait des études qui tendait à dire que le fait d'avoir un groupe O, ça pouvait nous protéger alors qu'on était peut-être plus vulnérable quand on avait un groupe A ou B. Et en fait, ça c'est au sein de tous les patients malades où on avait l'impression qu'il y avait un peu moins de patients du groupe O positif. Donc ça ne veut pas du tout dire que les O ne font pas le Covid, ça veut dire qu'on avait l'impression qu'il y en avait moins dans ce groupe-là et que donc c'est peut-être un facteur de vulnérabilité d'être A+. Après, il y avait une étude notamment qui disait dans ma cohorte de gens malades, il y a 38% de O+, et le reste, c'était les autres groupes sanguins. Donc encore une fois, ça veut pas dire qu'on n'aura pas le Covid si on a ce groupe-là. Et 38% par rapport à une population générale qui comportait 42% de O+, donc c'était moins que la population générale. Il y avait une différence qui était notable, mais voilà, c'est pas non plus... Enfin, c'est une piste qui est explorée et
et pourquoi pas. Alors, on va enfin finir là sur la vaccination aussi, qui suscite pas mal de questions. Donc, petit rappel sur les objectifs de la vaccination, c'est de développer une immunité protectrice contre le SARS-CoV-2, donc se protéger dans un premier temps et également protéger les autres. Alors, sur la durée de l'immunité, on nous a posé la question, malheureusement pour l'instant, on ne sait pas. C'est un peu comme sur l'immunité, quand on a déjà eu l'infection à SARS-CoV-2, on n'a pas assez de recul pour savoir combien de temps ça nous immunise. Alors, je vais faire également un petit rappel sur le type de vaccin qu'on a en pratique. Donc, il y a deux types de vaccins. Il y a les vaccins qui sont dits vivants atténués, qui vont contenir en fait le germe qui est vivant. Et qui est modifié et qui va perdre en fait son pouvoir infectieux, mais qui va avoir quand même la capacité d'activer le système immunitaire pour induire une protection chez les personnes qui vont être vaccinées. C'est par exemple l'exemple du ROR. Le fait que ce soit vivant et atténué, ça fait que c'est contre-indiqué chez les patients chez les femmes qui sont enceintes et puis chez les patients qui vont être immunodéprimés, donc avec un système immunitaire qui est défaillant. Et puis le deuxième type de vaccin qu'on va avoir, ce sont les vaccins inactivés, donc qui va pas contenir l'agent infectieux qui est vivant et voilà, mais il est plutôt non vivant. Et sur les différents types de vaccins qu'on peut avoir, soit ça peut contenir une toxine de l'agent infectieux, soit c'est l'agent infectieux en totalité mais qui est inerte, soit c'est une partie, c'est l'acide nucléique, donc c'est l'ADN ou l'ARN. Pareil, donc le fait d'exposer à ce vaccin inactivé, ça va aussi induire une réponse immunitaire qui va avoir un rôle protecteur. Ce qu'il faut savoir sur l'ensemble des vaccins, c'est que tout antécédent de réaction allergique grave à des vaccins fera qu'on sera contre-indiqué à la plupart, à certains vaccins. Et puis, ça nous permet d'émettre aussi des réserves par rapport au vaccin qui va apparaître là. Sur la fabrication des vaccins, les nouveaux vaccins, c'est toujours complexe, ça prend du temps, ça prend des années. C'est vrai que pour la Covid, là, ça va assez vite, mais en fait, les laboratoires, ils ont une certaine expérience concernant d'autres coronavirus, parce qu'il y a eu d'autres infections à coronavirus dans le passé. Donc, c'est le SARS-CoV et puis le MERS-CoV. Et puis surtout, en fait, il y a de nouvelles techniques de fabrication qui sont apparues, qui ont permis d'accélérer en fait le processus de mise en place d'une vaccination contre le SARS-CoV-2. Alors, petit rappel sur la stratégie selon la Haute Autorité de Santé. Les deux critères de priorisation, donc ça sera les personnes à risque de faire des formes graves qu'il faudra vacciner dans un premier temps, et puis le risque d'exposition au virus. Donc la première phase, ça va concerner les personnes âgées qui résident dans les EHPAD. Ou tous les autres hébergements collectifs, parce qu'il y a un risque d'exposition au virus qui est assez élevé quand on est en collectivité. Il suffit qu'il y ait un cas pour que ça flambe dans la collectivité. Ensuite, la deuxième phase va concerner les personnes qui ont plus de 75 ans. Puis les personnes qui sont entre 74 ans et 65 ans, mais avec des comorbidités qui auront été identifiées. Et ensuite, ce sera les autres patients qui sont entre 65 et 74 ans sans comorbidité. Et la troisième phase, ça va concerner les plus de 50 ans ou les moins de 50 ans, mais avec un risque grave parce qu'ils ont des comorbidités. Donc les moins de 50 ans avec une comorbidité ou les patients qui sont entre 65 et 50 ans. Et puis la quatrième phase, ça sera pour les personnes qui sont fortement exposées au virus et qui ne faisaient pas partie, bien sûr, des trois premières phases. Et donc, ça va concerner surtout les professionnels de santé qui sont à risque d'être exposés un peu plus au virus. Et puis la dernière phase, bien sûr, ce sera les personnes de plus de 18 ans et sans comorbidité. Donc la vaccination ne concerne pas là les enfants. Dans tous les cas, ils font des formes beaucoup moins graves et ils transmettent moins en fait le virus.
Alors, on a choisi de parler de 3 vaccins dont on parle pas mal dans les médias et puis qui seront probablement les vaccins qui seront disponibles en France. C'est les vaccins du laboratoire Pfizer, de Moderna et puis de AstraZeneca. Tout d'abord, pour parler du vaccin de Pfizer, l'ensemble de ces vaccins-là sont des vaccins inactivés, donc ce ne sont pas des vaccins vivants atténués. Donc sur le vaccin de Pfizer, c'est un vaccin avec 2 doses à 21 jours d'intervalle. C'est une étude où ils ont inclus quand même pas mal de patients. Il y avait 43 448 patients adultes qui ont été inclus dans une étude qu'on appelle randomisée en double aveugle. Du coup, on ne sait pas ce que le patient il a. Donc, il y a 2 bras, avec un bras qui va recevoir le vaccin qui est à l'essai et puis un bras placebo en fait, qui ne reçoit pas le vaccin qui est à l'essai. Sur les conditions de conservation, ça peut être conservé 5 jours entre 2 et 8 degrés et puis pendant 2 heures en air ambiant. Alors, la population, j'en parle rapidement, il y avait à peu près 49% de femmes, 83% de patients caucasiens, 9% d'afro-américains, 35% d'obèses, et puis 21% de la population incluse avait quand même des comorbidités et donc qui était à risque de faire des infections à SARS-CoV-2 plus graves. Et puis sur l'âge médian, c'était 52 ans et 42% de la population avait plus de 55 ans. Donc assez hétérogène quand même, donc on retrouve des extrêmes d'âge, on retrouve des patients à risque dans cet essai-là. Et sur les résultats, il a été trouvé 94% d'efficacité. Et ce qu'il est important de retenir, c'est 94% d'efficacité chez des patients qui n'ont pas d'immunodépression, donc des gens qui ont un système immunitaire qui fonctionne normalement, qui n'ait pas de pathologie ou de médicaments qui entraînent un affaiblissement du système immunitaire. Et puis les résultats ont montré que ça entraînait déjà une protection partielle dans les 12 jours après la première injection, que c'était plutôt bien toléré. Donc on va voir que le profil de tolérance il est plutôt bien sur l'ensemble des trois études. Et puis donc les effets indésirables les plus fréquents qui étaient retrouvés, c'était la fatigue à 3,8%, des maux de tête à 2%, des douleurs au niveau du point d'injection. C'est ce qu'on peut retrouver en fait sur la plupart des vaccins qu'on peut faire, le vaccin contre la grippe. Il y a eu quelques cas de fièvre à plus de 38 degrés et ça concernait surtout les patients jeunes et moins les sujets âgés, où il y avait 11% qui avaient plus de 38 de température. Donc le deuxième vaccin dont on a parlé, c'est celui de Moderna, donc qui est pareil, c'est un vaccin inactivé à ARN. C'est le même profil d'étude, donc une étude de phase 3, c'est en double aveugle, c'est randomisé. Pareil, il y a 2 doses, mais qui sont espacées plutôt de 28 jours, avec un vaccin dont la conservation est possible à moins 20 degrés pendant 6 mois et à 8 degrés pendant 30 jours. Sur la population qui était incluse, il y avait 30 000 participants adultes, assez hétérogène également, parce qu'il y avait 42% de patients qui étaient considérés comme à risque de faire des infections graves. Les participants, donc il y avait 7 000 patients sur les 30 000 qui avaient plus de 65 ans, et puis 37% de la population n'était pas caucasienne. Donc, sur le taux d'efficacité, c'est à peu près comme pour le vaccin de Pfizer, on compte 94,5% sur les résultats préliminaires. Dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin, donc le groupe qu'on appelle placebo, il y avait 185 cas de Covid-19, alors que dans le groupe ayant reçu le vaccin, il y avait plutôt 11 cas. Et il n'y avait pas du tout de cas sévères, donc de cas ayant nécessité une hospitalisation dans le groupe ayant reçu le vaccin à l'essai, alors qu'il y avait 30 cas sévères dans le groupe placebo. Pareil, le profil de tolérance, ça reste pareil que celui du vaccin de Pfizer, avec des effets indésirables assez classiques, des douleurs au point d'injection, de la fatigue, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, quelques maux de tête, et puis une petite rougeur au niveau du point d'injection. Il n'a pas été reporté, en tout cas, d'effets indésirables graves. Et enfin, pour parler du vaccin d'AstraZeneca, qui est arrivé un peu plus tard que les 2 autres vaccins, ils ont également fait un essai
randomisée en phase 3 où les patients ont reçu 2 doses. Alors sur la variabilité, le délai entre les 2 doses, c'était variable quand même dans l'essai parce que l'objectif c'était qu'il y ait 28 jours entre les 2 doses, mais sur les résultats finalement on va voir que c'était pas trop le cas, mais en moyenne en fait il y avait 69 jours de médiane de délai après l'injection de la première dose pour l'administration de la deuxième dose. Sur la population, donc, il y avait moins de patients, il y avait 11 636 participants adultes, 12% avaient plus de 56%, il y avait 60% de femmes. Sur les résultats, l'efficacité est moins élevée, donc c'est 70,4%. Il a été retrouvé 30 cas de Covid dans le groupe vacciné, contre 101 cas dans le groupe placebo. Donc on voit qu'il y a quand même une efficacité. Et puis sur le petit tableau là, en fait, ça montre les cas hospitalisés, donc les patients qui étaient hospitalisés dans un service conventionnel. Il y avait 2 cas dans le groupe vacciné contre 6 dans le groupe placebo. Et pour les patients qui avaient une infection sévère, il n'y avait pas du tout de cas dans le groupe vacciné contre 1 à 2 cas dans le groupe non vacciné. Alors sur le profil de tolérance, donc ils avaient déjà fait un essai conduit de phase 1 qui retrouvait les effets indésirables que j'ai pu décrire pour les essais de Pfizer et Moderna. Par contre, ils ont quand même rapporté un cas de myélite transverse qui est apparu 14 jours après la première administration du vaccin, avec un bilan qui n'a pas retrouvé d'autres causes, donc qui a été considéré quand même comme en rapport. Voilà, donc là c'est un petit récapitulatif là sur les 3 vaccins dont on parle pas mal en ce moment. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul, mais c'est des essais qui sont encourageants et on sait qu'il y a d'autres pays qui vont se mettre à vacciner. Ça permettra aussi d'avoir du recul. Mais une chose est sûre, c'est que pour sortir de la crise sanitaire, il faudra qu'on vaccine. Après, charge aux autorités sanitaires de choisir le bon vaccin. Mais l'ensemble des études qui ont été publiées sont plutôt encourageantes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.